Vous y croyez, vous, aux COP ? La COP, en fait, il y a une petite méprise pour les gens qui n'ont jamais vu d'un peu près ce que c'est qu'une COP. En fait, une COP, c'est une espèce de kermesse. Vous dites réunion de copro, vous-même ? Oui, alors c'est intermédiaire entre une kermesse et une réunion de copropriété. En marge de la négociation, vous avez une espèce de grande kermesse. Alors, qui participe à cette kermesse ? Historiquement, des ONG. Par exemple, dans l'enceinte d'une COP, il y a tous les stands de toutes les ONG qu'on veut, qui vont de la défense des Indiens, de la défense des genres. Il y a des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec le climat, du reste, hein, c'est assez marrant. Un mot sur la COP en général, ce qu'on appelle nous la COP des lobbyistes, la COP du pétrole, qui se termine. Vous en pensez quoi ? Vous y croyez, vous, aux COP ? La COP, en fait, il y a une petite méprise pour les gens qui n'ont jamais vu d'un peu près ce que c'est qu'une COP. En fait, une COP, c'est une espèce de kermesse. Vous dites réunion de copro, vous-même ? Oui, alors c'est intermédiaire entre une kermesse et une réunion de copropriété. Sur la partie officielle, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les délégués des États qui viennent, ça ressemble à une réunion de copropriétaires sans syndic, sans ordre, et avec un système de vote qui est, on vote tout à l'unanimité, une répartition des charges qui se fait au prorata des surfaces, mais le vote qui se fait avec un appartement, une voix. Voilà. Et pas d'ordre du jour. C'est-à-dire qu'en fait, on doit se mettre d'accord à l'unanimité sur un programme de travaux où chacun dit voilà ce que j'aimerais faire. Voilà. Ça, c'est la partie négociation. Et puis, en marge de la négociation, vous avez une espèce de grande kermesse. Alors, qui participe à cette kermesse ? Historiquement, des ONG. Par exemple, dans l'enceinte d'une COP, il y a tous les stands de toutes les ONG qu'on veut, qui vont de la défense des Indiens, de la défense des genres. Il y a des tas de trucs qui n'ont rien à voir avec le climat, du reste, hein, c'est assez marrant. Donc c'est un endroit d'expression aussi pour... Oui, absolument. C'est une kermesse. C'est un grand truc, chacun a son stand. Voilà. Vous avez aussi des intérêts économiques qui sont là, qui participent à la kermesse. Voilà. Moi, je me rappelle très bien, à Poznan en 2008, il y avait Shell qui avait sorti ses scénarios énergétiques. Alors, ils avaient toute une pile de documents sur un stand, qui n'était pas dans l'enceinte de la COP, qui était juste à l'extérieur, mais peu importe. Et il y a la presse, évidemment, beaucoup. Là, dans les deux que j'ai faites, il y avait des milliers de journalistes, je ne sais pas combien il y en avait à Dubaï, là. Voilà, donc c'est une espèce de grande kermesse, et en fait, une personne qui est présente à l'intérieur ne peut pas comprendre, ne peut pas appréhender tout ce qui se passe à l'intérieur. Les interactions, là, cette année, il y avait pas loin de 100 000 personnes. On ne peut pas représenter les interactions de 100 000 personnes en un article. Voilà. Donc il y a des trucs absolument dans tous les sens. Est-ce que c'est utile à la fin ? Alors c'est utile parce que ça permet de parler du sujet, c'est utile parce que ça permet de confronter là où en sont les pays, mais c'est pas là que les choses se passent. Dit autrement, les choses qui se décident vraiment, elles se décident au sein des États, au sein des constructions supranationales, comme l'Europe, au sein des secteurs économiques, au sein des entreprises, au sein des collectivités locales, c'est là que les choses se passent. Et en fait, à la COP, on entérine ce qui se passe déjà. C'est pas un endroit où on va faire des avancées. Et en fait, paradoxalement, la seule COP où il y a eu quelque chose qui ressemble quand même un peu à une avancée, c'était Copenhague, parce que cette année-là, il y a eu une espèce de hold-up du G20 sur les Nations Unies. C'est-à-dire que le processus onusien n'a pas du tout été respecté. Dans la nuit du jeudi au vendredi de la deuxième semaine, il y a des chefs d'État qui, voyant que ça n'avançait pas, se sont réunis dans une salle, ils ont pris une feuille de papier, ils ont dit alors sur quoi on se met d'accord. Et là, ça a avancé. Il y a quand même eu l'accord de Paris en 2015. Mais qui n'a fait qu'entériner, quand on relit l'accord de Paris, tout ce qui était dans l'accord de Copenhague et dans l'accord de Paris. Dit autrement, il n'y a rien de plus dans l'accord de Paris que la légalisation onusienne de ce qu'il y avait dans l'accord de Copenhague. Et l'adhésion d'État, qui était quand même ce qui avait échoué. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que sur le fond, c'est le jeu de quilles a été chamboulé à Copenhague, et c'est ça, s'il n'y avait pas eu Copenhague, il n'y aurait pas eu Paris. C'est ça qui est intéressant à savoir. Et est-ce qu'on reviendra au nucléaire après et aux autres énergies, mais est-ce que sortir du pétrole, en sortir un peu, en sortir rapidement, en sortir progressivement, en sortir à terme, est-ce que ça peut sortir des COP ? C'est-à-dire, est-ce que... Non. Ça ne sortira pas des COP parce que le pétrole a fait le XXe siècle. En fait, le pétrole, c'est le XXe siècle. Je suis habillé avec du pétrole. Ça, c'est du pétrole. Je parle dans du pétrole. Je suis venu ici avec du pétrole. Je suis venu à vélo, mais les pneus du vélo, c'est le pétrole. J'ai roulé sur du bitume qui était du pétrole. Ce que je vais manger ce soir sera partiellement issu de la mondialisation parce que fertilisé avec des engrais faits au gaz. Le pétrole est absolument partout dans nos vies aujourd'hui. On ne se rend pas compte. Donc, en fait, sortir du pétrole, je ne vais pas dire que c'est retourné au XIXe siècle, mais il y a quelque chose de ça. Je dis bien, ça n'est pas. Mais il faut bien comprendre, encore une fois, le pétrole, c'est le XXe siècle. Donc, le pétrole, c'est le temps libre. Le temps travaillé a été divisé par 2 en France entre 1900 et 2000. Le pétrole, c'est l'urbanisation. Le pétrole, c'est la tertiarisation. Tout ça, c'est les énergies fossiles. C'est les retraites, c'est les études longues. La productivité du travail qui a été permise par les machines a permis toutes ces avancées sociales. Donc, dire, je vais garder tout ça. Je vais garder les retraites bien payées, les études longues, la tertiarisation, etc. Et je vais me débarrasser de ce qui a physiquement, historiquement permis ça.
C'est un défi absolument titanesque. Donc c'est pas dans les COP auquel nous sommes là. Absolument. Donc c'est pas dans les COP que ça va se décider. Dans les COP, ça va éventuellement s'entériner. Et encore une fois, comme je le dis, la COP, c'est la cour de récré, c'est la kermesse dans laquelle les gens se confrontent, se comparent, voient où en sont les copains, etc. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de journalistes pour en parler. Et incidemment, je pense qu'on aurait dû les faire l'été dans l'hémisphère nord, puisque comme les gros émetteurs sont dans l'hémisphère nord et que l'hiver il fait froid, moi je suis sûr que si on avait mis ça en plein cagnard l'été, ça aurait avancé un peu plus vite. Voilà. La COP, il y a eu, pour en venir au fond du sujet, notre émission qui est le nucléaire, justement, sur cette possibilité de sortir du pétrole et comment. Il y a eu une annonce surprise donc à cette COP, enfin en tout cas qui avait été un peu annoncée avant, mais parmi pas mal d'annonces, il y a eu une annonce multipliée par 3 les capacités nucléaires dans le monde d'ici 2050, 22 pays, dont les États-Unis, qui émetteur massif évidemment d'énergie fossile, la France, les Émirats Arabes Unis, donc les organisateurs de la COP, et puis plein d'autres pays, notamment européens, à tripler les capacités de l'énergie nucléaire dans le monde d'ici à 2050 par rapport à 2020, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui à 9% à peu près de la production mondiale d'électricité par le nucléaire en 2022, et ce serait donc de tripler cette capacité-là. L'objectif, c'est bien sûr de réduire les énergies fossiles. L'annonce, elle a été faite par John Kerry, puis il y a aussi le Japon, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, voilà. Et Emmanuel Macron, évidemment, l'a défendu. Tripler les capacités nucléaires d'ici 2050, en quoi ça peut aider à lutter contre la crise climatique? Alors ça dépend si on fait ça en plus du reste ou à la place du reste. Ouais. Historiquement, en fait, ni le nucléaire, ni les nouvelles énergies renouvelables, éolien et solaire, n'ont remplacé les fossiles. C'est-à-dire les deux se sont rajoutés à des consommations fossiles croissantes. Il y a eu des pays où localement ça a remplacé, par exemple en France, la génération électrique avant les chocs pétroliers était faite pour partie avec du pétrole, et le programme nucléaire a remplacé une partie de cette génération électrique. Donc en France, il y a vraiment eu une substitution. Mais si je regarde macroscopiquement à l'échelle mondiale, c'est pas le cas. C'est-à-dire que le nucléaire s'est développé, toutes les énergies se sont développées les unes sur les autres. En fait, c'est ça qui est paradoxal. L'hydroélectricité s'est aussi développée en plus du gaz, du pétrole et du charbon qui augmentaient, enfin tout. C'est ce qui est un peu perturbant. Et alors donc la question maintenant, c'est si on dit qu'on va tripler l'énergie nucléaire, est-ce que en tant que telle, c'est une garantie qu'on va faire moins de fossiles? La réponse est non. Donc en fait, la vraie déclaration aurait dû être, on va tripler et virgule, on s'engage derrière à virer tant de charbon, tant de gaz, parce qu'au pétrole, il n'y en a plus dans la production électrique. Voilà. Ça aurait été un argument, j'ai envie de dire, inattaquable climatiquement. Le simple fait de dire on va tripler, on peut espérer que ça va remplacer pour partie du charbon et du gaz, mais on ne peut que l'espérer. Voilà. Après, si on regarde d'un peu plus près, vraisemblablement que sur le gaz, la production, pour des raisons géologiques, devrait passer par un maximum avant 2050. Pour le moment, les dates qui circulent dans les milieux que je fréquente un peu, c'est 2030, plus ou moins 10 ans, on va dire. Ce qui veut dire que... mais c'est pas par volonté climatique. C'est juste parce que il faut des dizaines de millions d'années pour faire du gaz, donc une fois qu'il n'y en a plus dans le sous-sol, il n'y en a plus dans le sous-sol. Mais c'est voilà. Donc pour que l'engagement ait vraiment force, j'ai envie de dire climatique, il aurait fallu le compléter. Après, on remarque que ça ne fait également qu'entériner des orientations qui existent déjà. La France a déjà pris la décision d'augmenter ses capacités nucléaires. Jade va vous interroger. Les Pays-Bas, qui font partie des signataires, ont déjà pris la décision. La Grande-Bretagne a déjà pris la décision. La Chine a déjà pris la décision, et les Émirats Arabes Unis ont déjà pris la décision aussi, puisqu'ils ont déjà une centrale nucléaire. Donc en fait, il y a quelques pays qui n'ont pas de réacteurs sur leur sol, qui font également partie des signataires. Mais globalement, l'essentiel des signataires, ou des gens qui ont pris cet engagement, comme pour le climat, ils entérinent quelque part quelque chose qui existe déjà.